Sud Radio, l'œil de l'expert. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Christophe Marie. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. On suit les dossiers aussi sur Sud Radio, en particulier quand ils concernent les animaux. Vous êtes porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Vous étiez venu il y a quelques semaines pour nous alerter sur le refus du Sénat de voter cette loi de protection, un texte de loi sur la maltraitance animale. Le texte est repassé à l'Assemblée où il a été voté. Peut-être resituer un petit peu ce qu'il y a dans ce texte et dire en quoi c'est une avancée quand même importante. Alors globalement, c'est une grande avancée. Puis pour revenir sur la procédure, en fait, il y a eu un passage en commission mixte paritaire, c'est-à-dire que les sénateurs et députés se sont mis d'accord sur un texte et c'est ce texte-là qui a été voté mardi à l'Assemblée et qui le sera de toute évidence ce matin au Sénat. Puisque là, on rouvre plus le débat. Simplement, les groupes viennent expliquer la raison de leur vote et ils votent sur le compromis. Alors, les avancées, elles sont très nombreuses. Vous avez toute une partie sur les animaux de compagnie qui vont pour l'interdiction, par exemple, de la vente des chiens et des chats en animalerie. Vous avez aussi un volet concernant tout ce qui est sanctions qui sont renforcées. Donc, les actes de cruauté sont sanctionnés beaucoup plus sévèrement. Actuellement, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Là, on passe à 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement, pouvant aller même jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'animal est tué. Puis il y a d'autres volets, notamment sur tout ce qui est la partie animaux sauvages captifs. Et ça rejoint les annonces qui avaient été faites par Barbara Pompili en septembre 2020. Et donc l'arrêt de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, l'arrêt des delphinariums, l'arrêt également des élevages de visons et autres animaux élevés spécifiquement pour leur fourrure. Et ça, c'est d'application immédiate. Parce que pour le reste, évidemment, il y a des délais. Pour la fin des animaux sauvages dans les cirques, par exemple, c'est 7 ans. Alors ça peut sembler long, mais en même temps, il faut bien organiser la transition. Du jour au lendemain, Non, parce qu'il y en a beaucoup. Alors la première étape, ça va être de faire un recensement de ces animaux, de les enregistrer et puis d'organiser leur accueil. Au niveau de la Fondation Brigitte Bardot, on a financé à hauteur d'1 million d'euros ces derniers temps des structures d'accueil pour les éléphants, les primates, les félins, mais il en faudra d'autres. Et donc on continuera à investir et il y aura un accompagnement du ministère de l'écologie et aussi du budget pour accompagner les circassiens à une transition. Oui, ça va être, j'imagine, une levée de bouclier. Ça l'a déjà été. Ça l'a déjà été, mais ce qu'il faut voir, c'est-à-dire plus de tigres, plus d'éléphants. Plus d'animaux sauvages. Donc effectivement, plus d'éléphants, plus de tigres et ni de singes ou autres. Mais alors oui, c'est une levée de bouclier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la France était très en retard par rapport aux autres États membres de l'Union européenne. Quasiment tous avaient déjà interdit ces pratiques. Donc il reste la France, l'Allemagne, et puis c'est à peu près tout au niveau de l'Union européenne. Donc finalement, la France, qui était le cancre de l'Union européenne en matière de conditions animales, rejoint les pays qui avancent sur la question et qui répondent en fait à l'attente sociétale. Parce que en France comme ailleurs, on le voit, il y a une vraie demande du public pour que les politiques s'inscrivent sur cette lancée et apportent des solutions pour les animaux. Et puis ce qu'il faut voir au niveau des circassiens, effectivement, il y a des levées de boucliers, mais en fait, cette loi, quelque part, elle anticipe ce qui est déjà en train de se passer. Une désaffection du public vis-à-vis de ces spectacles d'animaux sauvages captifs, parce que notre regard à l'animal change. Et donc, finalement, c'est aussi une chance pour eux de pouvoir être accompagnés dans cette transition qui a pu être plus brutale dans d'autres pays, quand il y a eu des interdictions immédiates, sans souci ni du devenir des animaux. Où, par exemple il y a, notamment en Amérique du Sud, il y a eu des interdictions comme ça assez sèches. Et puis en Europe, l'Italie a annoncé justement la fin aussi de ces spectacles, mais il n'y avait pas d'accompagnement financier des circassiens. Donc là, effectivement, c'est quand même une possibilité d'évoluer. Bon, après, pour ce qui est des élevages de visons, par exemple, il n'en reste plus qu'un, parce qu'entre le moment de l'annonce de Barbara Pompili et aujourd'hui, en fait, ceux qui étaient en activité ont cessé leur activité, aussi liée à la problématique Covid, puisque le vison était un foyer, tout à fait.
Oui. Ouais. Donc, Et le dernier élevage qui reste de Vison va perdurer ou pas? Non, il va pas perdurer. Il devra fermer dès la fin de cette saison, en fait, puisque là, c'est une interdiction immédiate. Ouais. Pas... La fourrure, si on fait une parenthèse mode, elle est beaucoup moins à la mode, justement. Oui, tout à fait. Et il y a une prise de conscience sur... Effectivement, déjà, au niveau des grands groupes couture, ils s'en détachent de plus en plus, et ça, c'est une très bonne chose. Et puis, dans la fourrure plus accessible, qui est issue notamment du marché chinois essentiellement, c'est pareil, la mode a changé. Il y a quelques temps, il y avait beaucoup de doudounes avec les cols fourrure, pendant quand même 4-5 ans. Là, maintenant, on en voit moins, et c'est une très bonne chose. Donc, oui, effectivement, vous évoquez les baisse. Animaleries. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'animaleries? Parce qu'on voit, je prends l'exemple de Paris, sur les quais, il y en avait plein, il y en a de moins en moins. Alors, les quais de la Mégisserie, effectivement, avaient été fermés parce qu'il y avait énormément de trafic qui était caché derrière ces animaleries, et donc il y a eu des procédures qui ont été engagées pour les faire fermer. En fait, ce qu'on trouve beaucoup, c'est aujourd'hui plutôt dans des jardineries qui proposent des rayons animaux, mais là, ils vont être touchés de la même manière. Et la difficulté, bon, là par rapport au commerce des animaux de compagnie, la vraie difficulté, c'est que le marché bascule vers d'autres systèmes de distribution, et notamment les ventes en ligne. Les ventes en ligne, et là c'est l'information qui fera la différence, c'est-à-dire d'expliquer que ce sont des trafics, des chiens ou des chats qui sont élevés en batterie, il n'y a pas d'autre mot, qui sont des animaux avec lesquels vous aurez des problèmes. Je donne l'exemple d'une amie qui a acheté un chien, je ne sais trop, en Irlande, et le chien à 6 mois avait un problème de hanche. Enfin, ce sont des animaux qui ne sont pas sevrés. Donc c'est de dire qu'il y a un vrai risque à acheter des animaux à l'étranger. Il y a un vrai risque, oui, tout à fait. Et donc ce que vous économiserez peut-être sur le prix de l'animal, vous le repayerez après en frais de vétérinaire et avec un animal qui ne sera pas forcément en très bonne forme. Oui, tout à fait. Et donc il y a des éleveurs qui souhaitent justement une plus grande rigueur sur ce qui se passe, et un contrôle plus strict sur les réseaux de distribution. Les sanctions que vous évoquiez, il y a la loi, il y a l'application de la loi, l'exécution. Aujourd'hui déjà, est-ce qu'on est au maximum quand il y a de la maltraitance animale? Non, nous, les cas maximum de condamnation qu'on ait pu avoir, c'était 1 an d'emprisonnement, ce qui est pas mal déjà, mais ça n'a jamais été aux 2 ans, enfin sur les différents dossiers qu'on a pu gérer. En revanche, ça envoie un signal au niveau des parquets de montrer qu'un acte de cruauté, c'est passible de condamnation lourde, et donc ça montre que ça n'est pas anecdotique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la chancellerie, il y a une nécessité aussi de sensibiliser les parquets pour que ces affaires ne soient pas considérées comme secondaires et ne soient pas traitées. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui, parce qu'il y a des plaintes qui ne sont même pas prises lorsqu'il y a des constats de maltraitance. Donc ça, c'est un autre travail qui est à faire. En ce qui concerne cette PPL, ce qui est quand même c'est la proposition de loi donc qui a été adoptée à l'Assemblée nationale mardi, qui le sera aujourd'hui par le Sénat. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que tous les groupes politiques l'ont voté. Et ça, c'est quand même plus ou moins une première. Ça montre qu'aujourd'hui, cette problématique, elle rassemble plus qu'elle ne divise. Et ça, c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, les parlementaires aimaient s'afficher avec des lobbyistes de la chasse, par exemple, ou d'autres, ou la FNSEA ou autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces mêmes politiques, enfin peut-être pas les mêmes, mais la nouvelle génération de politiques est plus à l'écoute de l'attente sociétale et tente d'y répondre. Et ce texte a aussi cette valeur forte de montrer qu'on arrive à une période charnière où les choses changent pour les animaux et pour la société en général. Maintenant, ce qu'il faut aussi de ce texte, c'est que des arrêtés ministériels et certains décrets d'application soient pris. Et on rencontre cet après-midi Gabriel Attal, donc le porte-parole du gouvernement, pour aussi lui faire part de cette nécessité d'aller au bout du texte et au bout de son application. Oui, et donc il ira au bout, sauf qu'après il y a les tribunaux. Oui, mais au-delà des tribunaux, l'application, c'est par exemple de veiller à ce que, par exemple, l'élevage de visons ferme, que les animaux sauvages s'organisent pour travailler avec nous pour organiser l'accueil des animaux. Donc tout ça se fait, mais il faut que des textes soient véritablement publié avec un calendrier aussi de mise en œuvre. Alors, est-ce que toutes les alertes qui sont lancées par les différentes associations à propos des abattoirs, ça rentre dans de la cruauté ou pas? Est-ce qu'ils pourraient être condamnés pour maltraitance animale? C'est une question compliquée parce qu'ils sont là c'est très compliqué parce qu'en fait, à la fois, vous avez des lanceurs d'alerte qui sont sanctionnés. Alors, on parle beaucoup de protection de lanceurs d'alerte, sauf que quand il y a des lanceurs d'alerte sur des problématiques d'élevage ou d'abattage, ils sont plutôt sanctionnés. Donc ça, c'est quand même problématique.
problématique. C'est les lanceurs d'alerte qui sont sanctionnés? Il y en a là quelques-uns qui sont sanctionnés parce que effectivement on considère que là on cible une activité financière qui est mise à mal par ces dénonciations publiques. Or les actes qui sont montrés sont des actes de cruauté avérés. Alors il y a eu quand même des procès suite aux diffusions des images L214 notamment, des procès qui ont abouti à des condamnations quand même. Mais là ce qu'il faut savoir c'est que ce texte effectivement peut sembler insuffisant parce qu'il n'aborde pas toute la problématique des animaux d'élevage qui reste quand même le problème majeur en ce qui concerne l'élevage, le transport et l'abattage. Il parle pas non plus de la problématique des corridas ou bien de la chasse. De la chasse, mais néanmoins, c'est quand même une avancée. C'est une avancée majeure. Marie-Hélène, elle nous dit les politiques s'en foutent des animaux, c'est bien triste. Non, ils s'en foutent pas. Ils s'en foutent plus, c'est ce que vous dites. Voilà. Et que ça devient, on a vu le parti animaliste qui a quand même plus de 2% aux européennes. C'est pas négligeable. Et puis, effectivement, c'est un peu caricatural de dire ils s'en foutent tous parce que c'est pas vrai. Moi, je travaille avec des députés, notamment, qui sont extrêmement comme Dimitri Aubron, Loïc Dombreval ou Laetitia Romero-Diaz, ou bien, évidemment, aussi Aurore Berger, très engagé également. Donc, tous ces députés-là le font pas pour la gloriole. Ils le font par conviction. Par conviction. Et il y en a de plus en plus. Vous évoquiez 1 million d'euros qui a été donné par la Fondation Brigitte Bardot. Comment elle est financée, cette fondation? Principalement par les dons? Uniquement par les dons. Et alors, le fait qu'elle soit reconnue d'utilité publique, c'est vrai que ça permet de bénéficier de legs et qui sont donc il n'y a pas de frais de succession. Et ça, c'est le fonctionnement financier essentiel de la fondation. C'est 80% des revenus. Et puis, au sein du conseil d'administration, effectivement, il y a des représentants des ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Écologie, avec évidemment une rigueur très stricte sur l'utilisation et la gestion de cette fondation. Alors j'ai appris une chose il n'y a pas très longtemps et ça peut vous aider pour les legs, c'est que si vous n'avez pas d'enfant et que vous léguez à un neveu ou une nièce ou quelqu'un qui aura 60% de frais à payer, vous pouvez léguer par exemple à la Fondation Brigitte Bardot ou à l'association de lutte contre le cancer. Par exemple, vous léguez, je dis n'importe quoi, 100 euros. Ces 100 euros, 40%, si je dis pas de bêtises, vont aller à la Fondation Brigitte Bardot. Non, 40% seront reversés à votre héritier et la Fondation Brigitte Bardot ou la Ligue contre le cancer bénéficieront de cet argent. Au lieu d'aller à l'État, ça ira à une fondation. C'est ça, quand je parlais de frais de succession qui étaient supprimés, c'est effectivement ce cadre-là notamment. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'héritier direct et plutôt que ça parte à l'État, ils préfèrent choisir une œuvre quelle qu'elle soit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez ne pas déshériter votre héritier et en passant par une fondation, en fait, la fondation va reverser à votre héritier, mais au lieu d'aller au lieu d'aller à l'État, comme vous ne payez pas d'impôts, voilà. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais demandez à votre notaire de vous expliquer. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Comment va Brigitte Bardot? Écoutez, elle va bien. Alors, c'est vrai qu'elle est de plus en plus isolée parce que elle est de plus en plus âgée également, mais elle est extrêmement combattante, puisqu'on l'a tous les jours en contact avec la Fondation. Elle est heureuse de cette proposition de loi. Alors vous savez, Brigitte Bardot, elle est jamais satisfaite. Du moins, elle ne se satisfait pas des résultats obtenus. Mais en revanche, elle est quand même consciente que les choses bougent après un immobilisme de plusieurs décennies. Et ça, effectivement, c'est quand même, ça donne espoir parce que cette proposition de loi, si elle n'a pas abordé tous les sujets, elle en aborde quand même beaucoup. Et surtout, elle ouvre une perspective et des avancées futures à venir. C'est ça aussi qui est intéressant. Les gens qui nous disent oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, évidemment, mais s'il y avait eu tous les sujets, elle n'aurait pas été débattue et encore moins adoptée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gros progrès. On n'a pas parlé des parcs aquatiques. Alors les delphinariums, effectivement, il y aura interdiction pour les dauphins et orques qui restent en France d'arrêter les spectacles d'animaux et donc c'est arrêter l'exploitation de ces animaux sous 5 ans. Là c'est un peu court, mais bon, on est en train de voir pour l'organisation et la mise en place de sanctuaires marins pour pouvoir accueillir ces animaux et leur offrir des fins de vie correctes. Oui, d'accord. Très bien. Merci beaucoup Christophe Marie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis donc porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot qui se bat au quotidien vraiment. Et puis on suit le dossier avec vous. On est là sur Sud Radio. Cécile de Minibus aussi est engagée auprès des animaux. Donc on vous suivra.
Non, ça n'a rien à voir. La viande, Lucia nous dit bonjour Valérie, la vie sociétale, la suite c'est plus de viande. On va tous manger des graines parce qu'on mangera. Non, c'est pas. Oui, elle est moqueuse. On n'en est pas là. Mais on n'est pas dans les extrêmes. Et on en est très loin. Il y a beaucoup de choses à faire pour protéger les animaux. Et on vous rappelle, n'achetez pas d'animaux en animalerie, n'achetez pas sur les réseaux sociaux. Enfin, sauf chez des éleveurs, des gens dignes de confiance. Même si ça vous coûte plus cher, encore une fois, vous vous y retrouverez à l'arrivée parce que ce sont des animaux qui sont maltraités. Et aller dans les refuges parce que les animaux, même s'ils sont, enfin, il y a de tout. Hein, il y a des animaux très jeunes, mais surtout c'est des animaux qui ont une histoire et qui ont besoin finalement d'avoir un foyer pour pouvoir profiter de leurs belles années. Et il y a des très beaux chiens dans les dans les refuges, très beaux chats. Donc allez-y. Et qui vous le rendent d'autant plus. Hein, parce on rappelle qu'il y a combien d'abandons par année? Il y en a autour de 100 000 abandons. Et donc il y a beaucoup à faire à ce niveau. Merci beaucoup Christophe Marie. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.